Accueillir les intervenants. Merci Camille. Et on va passer à la table ronde numéro 2 sur innovation et recherche, expertise et recours. Et on a 2 intervenants qui sont en distanciel et 4 intervenants qui sont avec nous. Je vais commencer par appeler Monsieur Gérard Cotellon, qui est directeur général de l'Agence régionale de santé de la Réunion depuis avril 2022, infirmier de formation, longue expérience de terrain comme directeur RH à la PHP et directeur du cabinet. On a également Monsieur le député, le docteur Michel Lozana, qui est généraliste et maire de Bon-Encontre. Député. Très investi en tout cas sur les questions d'accès aux soins. Il est coprésident et aujourd'hui vice-président du groupe d'études cancer à l'Assemblée avec des travaux sur justement l'équité d'accès au traitement en cancérologie avec un focus sur les cancers pédiatriques et un financement sur la recherche. Récemment, il a même déposé une proposition de loi encourageant le gouvernement à faire des cancers de l'enfant et de l'adolescent la grande cause nationale pour 2025. Et avec un objectif vraiment de prendre en charge mieux l'accompagnement des familles et des enfants issus des territoires d'outre-mer. On a également Madame Annie Prévost, experte en matière de modernisation des systèmes d'information, diplômée de l'Institut régional d'administration de Lille, nommée chef du bureau de la modernisation des systèmes d'information des organismes de protection sociale à la direction de la sécurité sociale en 2003 et depuis juillet 2019, Madame Annie Prévost dirige l'Agence du numérique en santé. Asseyez-vous avec nous. Et on a aussi Madame Anne-Marie Armenteras, qui a été directrice d'hôpital, chef d'établissement dans plusieurs hôpitaux parisiens, mais aussi des SPIC, qui a exercé comme DG de l'offre de soins au ministère de la Santé, et aussi comme directrice de l'offre de soins et médico-sociale à l'ARS Île-de-France. Elle a été nommée présidente de la commission de vérification et de la commission médico-sociale au collège de l'HAS avant d'exercer comme fonction de conseillère, notamment auprès du président de la République Emmanuel Macron. Elle préside aujourd'hui le conseil d'administration de l'Agence nationale d'appui à la performance et le think tank Health and Tech. En distanciel, on a également M. Jérôme Lebrière, qui est l'actuel directeur du CHU de la Martinique depuis mars 2022, diplômé de l'École nationale de la santé publique en 2016. Il a été directeur général et directeur général adjoint aussi de plusieurs centres hospitaliers en Eure-et-Loir, en Normandie. Sur l'oncologie, il connaît bien la thématique. Il a été également responsable du 3C en Eure-et-Loir. Et récemment, en arrivant à la Martinique, il a été saisi de ces problématiques et il a créé le premier comité cancer du CHU de Martinique pour travailler à réduire les inégalités d'accès aux soins pour les patients. On a également Madame Marie-Laure Mestre, qui est en distanciel, qui est depuis très longtemps attachée aux Outre-mer, entre la Réunion et la Nouvelle-Calédonie depuis plus de 20 ans. Actuellement, Madame Mestre est en charge de la direction des affaires sanitaires et sociales au sein du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, avec des expériences professionnelles qui lui ont permis d'explorer les champs de la gestion hospitalière en tant que DRH, de la promotion de la santé et du financement de la santé, ainsi que de la protection sociale notamment. Sollicitée depuis fin 2022 par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, elle travaille en collaboration pour mettre en œuvre un plan de santé au niveau de ce territoire qui s'appelle DOCAMO. Donc, sans transition, avec le docteur Ketab, on va pouvoir introduire ces tables rondes. Très bien, merci d'avoir accepté cette invitation. On va commencer par faire une transition avec la table ronde numéro 1. Et on a vu les enjeux de l'expertise et du recours, que ce soit en local, le renforcer, l'apporter en local aussi, on appuie avec des équipes expertes en métropole, notamment ce qui a été dit, CLCC, autres centres hospitaliers en France hexagonale. Et puis on commencera peut-être avec la première question qui sera adressée à Monsieur Lebrière et Madame Mestre sur leur expérience, sur leur vision de cette thématique, recours et expertise, que ce soit en termes d'évacuation sanitaire et de lien avec l'Hexagone. Je commence par M. Lebrière, c'est possible. Très bien. Très bien. Très bien.
Merci. Je rappelle aussi ce qui a été peut-être rappelé aux premières tables rondes, que les RCP ou les télé-RCP qui ont été faites par Gustave Roussy, anciennement Pacifique, et puis Caraïbes, qui sont deux RCP qui sont multi-sites aussi, parce qu'on y participe, que ce soit Pacifique, que ce soit Caraïbes, que ce soit aussi Océan Indien, qui apportent beaucoup, clairement, en termes de réduction d'EVASAN ou d'évacuation sanitaire et d'amélioration aussi de la prise en charge sur place. Et aussi, ce qu'on peut-être on oublie, c'est rassurer les patients de dire on vous prend en charge, il y a une prise en charge qui est définie par des experts aussi, ce qui rassure aussi les patients et les familles. Je repose la question aussi à Madame Mestre, quelle est votre expérience à ce sujet, recours et expertise? De la santé et qui a souhaité que nous puissions effectivement participer à ce séminaire. Tout d'abord, une petite explication d'un statut très particulier qui est celui de la Nouvelle-Calédonie, puisque effectivement la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de santé et ne dispose pas de l'ensemble des structures qui sont actuellement celles de la métropole. Nous sommes dotés récemment d'un plan de santé calédonien qui était appelé les Dédonés Doucamo et qui a pour objet justement de prendre en compte la situation très particulière de la Nouvelle-Calédonie, sa dimension ethnoculturelle et de pouvoir proposer un système de santé qui intègre tous les concepts de vie océanienne qui nous sont chers. Le recours aux soins est dans ce contexte très particulier et influencé par une multitude de facteurs que vous connaissez et que nous possédons tous dans les outre-mer, qu'ils soient socio-économiques, culturels et effectivement géographiques. Donc nous avons en Calédonie choisi de développer sur un territoire qui est relativement grand mais très peu peuplé, avec une répartition de population sur les 3 provinces, une offre de soins qui s'est développée sur les 10 dernières années, puisque en matière de recours aux soins, nous avons pu avoir des établissements de grande qualité qui ont développé de la cancérologie, tant sur le secteur public que sur le secteur privé, et qui aujourd'hui se structurent autour de 3 établissements et un centre de radiothérapie. Aujourd'hui, grâce à ce développement, nous avons une prise en charge des cancers majoritairement sur le Caillou et il n'y a plus d'objets d'évasane comme précédemment où les pathologies malheureusement devaient être évacuées. Pour vous donner une petite dimension temporelle, nous avons 24 heures de vol pour arriver jusqu'à Paris entre la Nouvelle-Calédonie, Nouméa et Paris. Donc effectivement, aujourd'hui, nous nous offrons en Calédonie, grâce à nos développements, la prise en charge d'un certain nombre de cancers, à l'exception bien évidemment pour l'instant des cancers pédiatriques dont nous réalisons simplement, et grâce à nos partenaires, la surveillance. Dans ce cadre, vous l'aurez bien imaginé, nous avons dû développer une évasane vers des établissements de santé de recours dans la région Pacifique, et nous sommes passés sur une dimension internationale puisque notre partenaire privilégié est l'Australie, et puis bien évidemment notre partenaire métropolitain, et en fonction des pathologies et des cancers, nous avons, avec Gustave Roussy et avec d'autres centres métropolitains, développé des partenariats pour que nos patients calédoniens puissent bénéficier du meilleur soin. Vous l'aurez compris, cette dimension géographique est extrêmement contraignante pour nous et a conduit précédemment à beaucoup de refus de soins. Donc la qualité de l'offre dispensée aujourd'hui en Calédonie nous est très chère. Les RCP, le développement de la télémédecine
Merci, Madame. La partie très particulière de ces élasanes. Donc effectivement, nous combinons deux systèmes, tant hexagonal qu'australien, avec des dimensions de prise en charge totalement différentes, mais qui font aussi la prise en charge de la cancérologie en Calédonie et sa spécificité. Voilà les quelques éléments sur une expérience calédonienne de recours aux soins en la matière. Merci beaucoup. Donc l'idée, on est d'accord, on en a discuté ce matin, c'est vraiment de limiter ce recours pour ne pas causer une double peine aux patients qui vit le traumatisme de l'annonce du traitement et en plus un déracinement malheureusement. Pour ce qui est des télé-RCP, sur notre expérience à Gustave Roussy, après 2500 dossiers, finalement on réduit simplement à 13% des VASAN sur les dossiers discutés en RCP Caraïbes et 15% sur les dossiers discutés à la RCP Pacifique. C'est déjà une victoire et on souhaite soutenir ces dispositifs et voire les étendre. Toutefois, malheureusement, de temps en temps, il va falloir que le patient parte quand même pour accéder à une chirurgie très spécialisée, pour accéder à un plateau technique complexe ou à une prise en charge pour des tumeurs rares ou des cancers complexes. Dans ce contexte-là, on l'a dit ce matin, le temps de coordination est assez essentiel et ça prend du temps aux équipes locales d'organiser ces transferts. Que pourrions-nous proposer afin d'améliorer en matière de recours et d'accès à l'expertise? Et notamment, pensez-vous qu'une coordination centralisée serait un levier pour assurer la continuité, la fluidité et la rapidité des transferts pour ces patients du coup sélectionnés qui vont devoir se faire traiter en France hexagonale? Donc pour Monsieur Le Brière et Madame Mestre. Oui, alors ici en Martinique, je me permets, la coordination est déjà centralisée, c'est une condition de réussite, mais il reste du chemin. La structuration des prises en charge des ELASAD, c'est un enjeu important en effet pour notre CHUV, qui permet une coordination centralisée. Actuellement, toute demande de transfert vers l'Hexagone passe par cette cellule EVASAN qui s'allume, qui a l'expertise administrative, médicale, paramédicale. Les procédures avec les caisses de sécu, l'ARS, la plateforme aéroportuaire sont assez directement organisées et justement centralisées par cette cellule qui facilite quand même le parcours d'évacuation sanitaire. La formation des professionnels, par ailleurs, à l'évacuation sanitaire est aussi réalisable, par exemple, en Martinique, car grâce à l'offre d'un DU concernant les ELASAN, en effet, l'accompagnement médical du patient lors du transfert nécessite un certain nombre de moyens médicaux qui sont formés à l'ELASAN pour assurer l'aide médicale en cas de dégradation, par exemple, ou pendant l'état de santé du pôle. Ainsi, par exemple, les médecins hématologues formés peuvent désormais accompagner leurs patients en ELASAN lors du pôle. L'objectif pour nous, c'est bien de renforcer les spécialités, comme je le disais tout à l'heure, disponibles au CHUV, afin de limiter les ELASAN en cas, les ELASAN aux cas les plus rares. L'installation d'un nouveau plateau technique ici prochainement, on aura l'occasion peut-être d'en reparler, l'arrivée de nouveaux spécialistes dans les disciplines en pénurie permet vraiment de réduire le nombre d'ELASAN, notamment en secouement en neuro-radio-interventionnel, en neurochirurgie pédiatrique et sur d'autres éléments également. J'aurais peut-être des propositions d'organisation à adresser, mais soit je le fais maintenant, soit plus tard. Merci. Madame Mestre, du coup, sur cette coordination centralisée au niveau du territoire, mais peut-être avec une instance hexagonale? Alors effectivement, en Calédonie, nous disposons également d'une instance de coordination qui se situe au niveau de notre caisse de protection sociale sur le départ environnement et qui travaille tant avec donc l'Australie que la métropole et les professionnels. C'est une entité qui est disponible sur l'ensemble des options qui peuvent s'ouvrir dans le cas d'urgence pour la cancéro, mais bien sûr pour toutes les spécialités, et qui déploie avec ces transferts de recours la meilleure solution possible pour le patient, tout en tenant compte bien évidemment des possibilités qui existent
nous ne disposons pas de l'ensemble des spécialités nécessaires, nous n'avons pas de test scan. Donc effectivement, nous continuerons à évaluer le temps d'avoir les équipements nécessaires pour la prise en charge totale et globale sur le territoire de nos patients. Mais nous sommes extrêmement attentifs à pouvoir offrir à nos patients le meilleur soin et des outils que nous développerons avec les partenaires qui vont dans ce sens. Merci Madame Mestre. Et peut-être il y a un autre niveau, ce que Émilie a rappelé, qu'il y a un deuxième niveau de centralisation, plutôt national, parce que l'idée c'est qu'on puisse avoir une offre de soins d'expertise pour effectuer les EVASAN, en prenant en compte la structure sociale aussi, les ressources en famille, en aidant, qu'on puisse avoir une possibilité plus large pour que le patient soit pris en charge de la meilleure qualité. On passera sur la deuxième thématique, prévention et promotion en santé, les enjeux de performance. J'adresserai la première question à Madame Armenteras, qui dirige l'ANAP, pour voir quelles sont les innovations organisationnelles qui pourraient accompagner, qui serait le meilleur levier pour répondre aux contraintes géographiques, archipel, insularité, isolement, et comment on peut optimiser les ressources qu'on a actuellement. Merci beaucoup et bonjour à tous. Ce sujet de la prévention, il est très paradoxal en France par rapport à d'autres pays, parce que nous sommes, autant dans l'Hexagone qu'à l'outre-mer, un pays... Voilà. C'est mieux quand ça marche. Voilà, bonjour à tous. Donc, ce sujet de la prévention, il traduit une situation très paradoxale en France, qu'elle soit hexagonale ou en outre-mer. Nous sommes un pays par rapport à d'autres pays comparables qui enregistrent une espérance de vie assez longue, assez importante, et en même temps, c'est un pays qui enregistre des inégalités devant la mort très importantes également. Nous sommes quasiment au dernier rang des pays comparables, avant les pays orientaux. Et vous savez que pour les hommes, le différentiel d'espérance de vie est de 13 ans. C'est absolument énorme entre le décile le plus riche et le décile le plus pauvre. Comme en région Île-de-France, par exemple, on sait que de la ligne de RER qui traverse la Seine-Saint-Denis et le Nord, entre le départ de la ligne, le cœur de la ligne et l'arrivée de la ligne, il y a une dizaine d'années d'écart d'espérance de vie. Et il y a quelques années, nous avions tout particulièrement travaillé sur le cancer du sein parce que la mortalité des jeunes femmes a un différentiel très important par rapport au reste du pays. Alors, pourquoi ? Vraisemblablement et probablement parce qu'il y a un lien avec un déficit de prévention primaire et secondaire qui n'est pas particulier à une région hexagonale ou ultramarine, et un déficit également d'accompagnement dans le parcours des patients. Les réponses ne sont pas simples puisque cela dépend aussi beaucoup de l'environnement culturel, de l'environnement sociologique et puis organisationnel dans le pays, mais il y a des réussites internationales. Et on a cette particularité, bien sûr, de ne pas suffisamment regarder les réussites internationales. Alors, dans les réussites internationales, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve dans le domaine du dépistage des réussites d'adhésion à des programmes de dépistage cancer du sein, par exemple, chez les femmes, en utilisant des nouvelles méthodes de marketing social et en s'appuyant sur les data, sur les données, et je vais y revenir quelquefois sur cet appui nécessaire sur les données. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au lieu de recevoir un papier de l'assurance maladie qui n'est pas personnalisé, qui est totalement indifférencié, un certain nombre de pays ont utilisé la data pour cibler les caractéristiques de la personne, pour savoir d'abord quelle est sa consommation en termes de dépistage, elle a déjà fait, elle a jamais fait, et ensuite, s'appuyant là-dessus, faire un courrier personnalisé
qui lui donne rendez-vous tel jour à telle heure dans tel endroit. Elle n'a pas à chercher l'endroit. On lui donne rendez-vous tel jour à telle heure dans tel endroit. Et dans les pays, et c'était au Royaume-Uni où on avait eu ces exemples, hein, je crois même que c'était des médecins de Curie qui me l'avaient expliqué, il y a 15 ou 20% d'adhésion supplémentaire. Donc le marketing social, les nouvelles méthodes, en s'appuyant donc sur des acteurs actuels ou des nouveaux acteurs. On pourrait imaginer qu'il y ait des appels d'offres territoriaux qui diraient à toute une série d'acteurs, si vous avez envie, l'ambition et la compétence et l'expertise pour travailler sur ce sujet, alors on s'y colle. Et Santé publique France, par exemple, travaille aujourd'hui sur les nouvelles méthodes de marketing social pour des messages de prévention sur les jeunes. Hein. Et ils ont un savoir-faire là-dessus hérité de la période VIH. La deuxième solution qui s'offre à nous avec le numérique, ça n'existait pas avant, c'est de pouvoir mettre en place dans les territoires des services d'usage de la donnée, avec bien sûr l'assurance maladie, puisque c'est le SNDS qui est notre principale richesse. L'or noir, c'est les données du SNDS. Et donc, de faire des centres d'usage de la donnée, on a tout un sujet de désanonymisation, mais la CNIL accepte la désanonymisation pour les questions de prévention, de façon pareille à pouvoir cibler les populations à risque, les identifier, organiser l'aller vers qui va avec et pouvoir rapatrier sur le terrain du dépistage et puis ensuite du suivi les populations qui en ont besoin et qui sont loin de tout ça. Et ça, on l'a expérimenté au moment du Covid. Hein. On a vu au moment du Covid ces fameux 700 000 personnes très âgées qu'on avait dans toute la France et qu'on arrivait absolument un par un. Hein. On suivait, mais on n'arrivait pas à les amener vers le vaccin. Ces méthodes-là, les nouvelles méthodes de marketing social, bonjour madame, et puis ensuite un message ad hoc, hein, et vous êtes attendu tel jour, à telle heure, à tel endroit, bon, on gagne 15 à 20% et on gagne dans la mortalité. Pardon. Et puis, moi, il me semble qu'il pourrait être fait des expérimentations pour le financement des acteurs de la prévention. Aujourd'hui, nous les payons à l'acte. Nous payons le dépistage, la mammographie à l'acte. Est-ce qu'on ne peut pas expérimenter un financement qui est un financement à la responsabilité populationnelle? Autrement dit, au lieu d'être payé à l'acte, on est payé au fait que moi, un cabinet de radiologie, je m'engage à faire 15% du dépistage des 100 femmes qui doivent avoir un dépistage dans le territoire et dans le département. Donc, on solidarise les acteurs du dépistage et on les finance au résultat du dépistage et pas seulement à l'acte. Ça ne peut pas se faire comme ça, évidemment. Ça ne peut se faire que dans le cadre d'expérimentation, mais ça marche ailleurs. Et vraiment, là, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, hein, qu'on soit très équipé ou pas équipé, beaucoup équipé, on doit pouvoir travailler dans ce truc-là. Et puis, dernier exemple, et je ne m'étends pas là-dessus, mais c'est encore, ça part de la data et de la donnée, ce sont les exemples de soins intégrés et de surveillance intégrée en santé populationnelle qui s'appuient sur les données, qui segmentent la population à risque et qui organisent le suivi, la surveillance par les équipes des professionnels dans les territoires. Je conclus juste en disant que il semble, hein, mais c'est vous les spécialistes, qu'on va avoir une inversion du paradigme sur la prévention. On faisait de la prévention pour faire du dépistage, donc de la prévention primaire pour arriver à du dépistage. On va progressivement inverser le paradigme avec l'intelligence artificielle et le travail sur les datas. On va faire du dépistage personnalisé pour trouver les gens à risque et développer chez eux les bons comportements de prévention qui permettront de réduire le risque ou de le reculer. Voilà ce que le numérique en prévention pourrait permettre aujourd'hui dans vos territoires comme par ailleurs dans l'Hexagone. Merci Madame Armenteras. Un sujet important, la formation. Monsieur le député, vous le savez
mieux que nous. La formation est importante pour améliorer l'expertise et le recours, que ce soit sur place, que ce soit en appui avec les équipes expertes en Hexagone. Tous les médecins, si on prend que l'exemple médical, ont un congé formation pour qu'ils puissent se former, qu'ils puissent apporter l'expertise et avoir un recours local ou régional. Sauf qu'on est face à des inégalités sur ce point-là. Il faudrait prendre l'exemple des médecins qui vont avoir 15 jours de formation partout en France, métropolitaine, plutôt hexagonale et outre-mer, avec un budget aussi qui est pareil partout. La difficulté qu'on a sur le temps médical, c'est qu'on perd beaucoup de temps en termes de transport, parce que les 15 jours, on a au moins 5 jours de transport si on fait 3 formations, et surtout que le budget qu'on a, les médecins, ça ne couvre que même pas le transport pour venir en métropole, en France hexagonale, ou partir à l'étranger. On pense qu'il y a une certaine rupture d'égalité face à la formation et qui participe probablement, qui impacte effectivement la montée en expertise. Est-ce qu'on peut imaginer une révision, une proposition sur le plan réglementaire, une nouvelle proposition de formation, amélioration de la formation pour les médecins par exemple? Oui, vous l'avez dit, c'est souvent aussi réglementaire. Par contre, il est bien évident qu'on doit tenir compte des particularités territoriales. D'ailleurs, dans la stratégie décennale, alors on ne parle pas de formation seulement, mais les inégalités territoriales sont mises en avant pour une réduction parce que ça devient un véritable problème. Ça se passe aussi en métropole, mais bien évidemment avec des particularités. Et surtout de distance avec donc les régions et les territoires d'outre-mer, les départements d'outre-mer. Donc évidemment, le congé de formation doit tenir compte de cela, mais même en amont, on doit envisager aussi peut-être de développer d'abord des formations locales parce qu'il y a des compétences de plus en plus. Il faut le dire, de plus en plus on voit des compétences qui se trouvent localement ou régionalement et pas qu'en métropole. Et ça, il faut les développer, il faut y faire attention, comme dans la formation d'ailleurs initiale, les stages peuvent faire partie de ça. Le travail, et nous sommes là aussi réunis avec Unicancer, je crois que le travail qui se fait transversalement avec donc des équipes compétentes font partie de cette formation, et il faut y veiller, et c'est bien qu'il y ait de plus en plus d'ailleurs de liens entre des centres experts et les centres dans les territoires outre-mer. Et évidemment, au bout du compte, tenir compte en effet de la distance, parce que c'est vraiment important. Avec un écueil quand même, c'est que la désertification médicale, ça touche aussi malheureusement les territoires outre-mer ou autres, et qu'il y a aussi cette contrainte-là qu'auront les médecins pour la continuité des soins. Mais bien évidemment, en tout cas pour la question précise dont vous parliez du congé de formation, il doit être, me semble-t-il, étendu. Il y a d'ailleurs, je vous le dis, au niveau de la Commission des affaires sociales, un groupe qui est en train d'étudier depuis peu les spécificités justement de ces territoires pour voir sur quoi on doit pouvoir agir. Bien, merci beaucoup. Alors, merci. Sur ces propositions, on a une question pour Madame Prévost sur l'Agence du numérique en santé. Comment on pourrait imaginer travailler ensemble de façon collaborative sur cette thématique de la cancérologie outre-mer? Est-ce que ce serait envisageable, par exemple, de travailler, de tester des expérimentations dans ces territoires qui vont bénéficier, bien sûr, du numérique pour répondre à ces besoins de sous-effectifs soignants, à ces besoins de liens avec des centres experts en Outre-mer? Quel type d'expérimentation on pourrait travailler ensemble sur le numérique, s'il vous plaît? Bonjour à tous. Alors nous, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une petite agence qui mérite d'être connue. Et donc on travaille beaucoup sur faire en sorte qu'on puisse déployer des solutions sur le terrain auprès des professionnels de santé, auprès des patients, qui soient des solutions fiables et des solutions qui garantissent la sécurité de tous. Parce qu'on l'a bien vu que pendant la crise Covid, j'ai rien contre la jungle, mais c'était un peu la jungle, hein, aussi bien sur les pratiques que sur les solutions,
ou même peut-être sur la formation, comme vous venez de le dire, des personnes qui utilisaient tous les dispositifs qui étaient ou les expérimentations. Donc, nous, d'abord, on travaille pour encadrer un peu ces pratiques, notamment tout ce qui est autour de tout ce qui est la télésanté, dont on sait que c'est essentiel pour les territoires ultramarins. J'ai eu la chance de faire le tour de France du numérique, où j'ai rencontré l'ARS à La Réunion ou à Mayotte. On a bien vu que c'était d'abord des solutions qui étaient essentielles pour lutter contre les déserts médicaux, mais qu'il fallait aussi peut-être avoir des pratiques qui soient un petit peu différentes entre les territoires et la métropole de ce qui peut être appliqué en métropole. Donc nous, ce qu'on fait, c'est avec les pouvoirs publics, il y a eu une loi l'année dernière qui a été votée, qui permet d'encadrer les dispositifs de tout ce qui est autour de la télésurveillance et de la télésanté. Bien sûr, autour d'abord de l'identification des professionnels de santé et des usagers, et autour des critères d'interopérabilité, de sécurité, d'éthique de ces logiciels. Donc nous, on a un rôle pour les référencer. Dans le cadre de ce référencement, on peut très bien... c'est plutôt des solutions qui sont matures sur le marché, on va dire. Donc c'est pas des startups qui peuvent venir se faire référencer parce que c'est un petit peu exigeant, on va dire. Donc il faut déjà avoir un certain niveau de maturité. Et quand on a ce référencement, on a des dispositifs soit ensuite de garantie d'aller sur le marché et d'être reconnu par les professionnels de santé et d'être remboursé par l'assurance maladie. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc ça fait partie des choses complémentaires. Et sur la partie expérimentation, il y a d'autres dispositifs qui sont des dispositifs qui permettent aussi, par des appels à projets, notamment qu'on conduit avec le ministère de la Santé ou avec la Caisse des dépôts, mais sur lequel on veut également, même si c'est, comment on peut dire, on peut faire en sorte que les dispositifs d'interopérabilité et sécurité soient moindres, parce qu'on est en train de rentrer sur le marché sur des expérimentations, mais quand même qu'ils soient respectés pour arriver à garantir une certaine sécurité. Donc ça, on a déjà, nous, on a commencé à référencer des dispositifs médicaux. On en a quelques-uns là qui sont déjà prêts et qui traitent d'ailleurs de la partie oncologie. Donc sur ces dispositifs qu'on référence, qui sont sur notre site, ben oui, on peut commencer à les utiliser. Et après, je pense qu'il faudrait sûrement aller plus loin, peut-être en construisant des groupes de travail, peut-être avec les territoires. Je pense que nous, on pourrait apporter tout ce qu'on sait faire sur faire travailler les personnes ensemble. On a des spécialistes de l'interopérabilité, on sait regarder les normes européennes également, avec les professionnels de santé aussi, et avec les industriels, puisque on a mis en place depuis maintenant le Ségur numérique, des dispositifs innovants pour financer aussi les industriels. Donc voilà ce que je peux proposer. Merci. Pour être assez pragmatique, donc on a vu là tous ces dispositifs que vous avez mis en place avec l'ANF sur la téléconsultation, la télésurveillance, de façon vraiment pratique. Dans quelle mesure ces dispositifs permettent de désenclaver et d'assurer dans les territoires, de votre expérience, une meilleure prise en charge oncologique ? En fait, aujourd'hui, on voit bien que dans toute la partie, justement, télésurveillance, téléexpertise, téléconsultation, ça doit permettre, en effet, de faire appel, notamment sur les territoires ultramarins, de pouvoir faire appel à des médecins qui sont sur la métropole. Et en fait, les solutions, aujourd'hui, elles existent. Elles sont, c'est ce que je disais, on commence à en avoir quelques-unes qui sont référencées. Après, leur utilisation, c'est plutôt un des problèmes il faut avoir quand même des équipes soignantes sur le terrain, donc près des territoires, et il faut qu'elles soient formées. Alors, il y a tout ce qui est fait aujourd'hui, par exemple, sur les infirmiers en pratique avancée, où on a des dispositifs qui permettent de former des personnes qui vont interagir avec des spécialistes en télé-expertise, par exemple. Et après, il faut faire en sorte qu'on ait bien pensé les parcours patients. Et c'est vrai qu'avec les territoires ultramarins, c'est pas hyper facile parce qu'il y a toujours le problème du décalage horaire. Et donc, ça mérite d'être construit ensemble, c'est encore embryonnaire. Et peut-être pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je pense que
on ne peut pas le faire que les pouvoirs publics, il faut le faire aussi avec le terrain pour vérifier que ça répond à des besoins. Tout à fait, en co-construction, du coup, pour répondre aux besoins des territoires. Donc, si on résume là, merci pour vos propositions. Vraiment, l'idée, c'est peut-être optimiser la prévention en utilisant le marketing social et les data. Et ça, c'est très intéressant et c'est assez moderne. L'autre chose, c'est peut-être repenser le financement des actes de dépistage. Ça aussi, c'est une piste assez intéressante. Et probablement, du coup... également sur le plan de la formation, rediscuter des congés de formation pour les personnels ultramarins et mettre en valeur les compétences aussi au niveau local et des formations diplômantes qui viendraient directement du terrain des Outre-mer. Et pour ce qui est en effet de tout ce qui est télémédecine, s'appuyer du coup sur l'ANS avec notamment des groupes de travaux spécifiques UCOM-ANS et tester ces expérimentations dans nos territoires et les déployer si c'est efficient. Voilà. Très bien. En transition, d'adapter notre système ou adapter les réponses aux Outre-mer en cancérologie, ça passe aussi par la recherche, comprendre, identifier quelles sont les spécificités. Et troisième thématique, recherche et innovation. Si je prends que 2 constats, c'est que les essais thérapeutiques et les études sur place sont très peu, ce qui engendre une représentation minime des populations qui sont spécifiques par leur composition et qui posent question effectivement sur cette identification des spécificités. Deuxième constat, c'est les ressources. La recherche, c'est des ressources, et notamment ressources financières et aussi RH, d'experts. Parfois, on est face à des appels à projets qui vont rejeter dans les critères d'exclusion la constitution de bases de données, par exemple, parce qu'on en a un certain nombre en hexagone, mais on en a très peu en Outre-mer, qui permettraient d'identifier les difficultés, les spécificités. Et je m'adresse à M. Cotélan, directeur général de l'ARS de La Réunion. Comment les instances locaux-régionales pourraient se saisir du dossier pour accompagner la recherche sur le plan local et régional ? Merci Mohamed. Alors moi, j'ai regardé dans les feuilles de route des ARS ultramarines et dans les schémas régionaux de santé, quel était le dénominateur commun sur ce sujet. Alors, dans certaines feuilles de route, la problématique recherche n'existe pas. Mais ce qui nous réunit, c'est vraiment une préoccupation commune que nous avons, c'est l'accès aux essais cliniques. Et comme vous le savez, l'accès aux essais cliniques, moi je l'ai vécu en Guadeloupe, je vois ça aussi à La Réunion, ça constitue, j'ai envie de dire, un formidable espoir pour les patients et leurs familles, espoir de prolongation de la vie, voire de guérison. Donc c'est vraiment un sujet très important. Et je pense que, je regarde Jérôme Viguier, il a employé un mot tout à l'heure, il a dit il faut qu'on soit agile et innovant. Donc il faut vraiment qu'on le soit sur ce sujet-là. Et je pense qu'en perspective, on devrait soulever le problème de la création dans nos territoires, dans un premier temps d'un institut de cancérologie. C'est un accueil positif. Une petite joie. D'un institut de cancérologie, mais je vais aller plus loin, voire d'un CLCC avec l'aide d'Unicancer. Et dans la dimension agile et innovante, donc on pourrait se faire aider par Unicancer pour que dans nos territoires, on puisse avoir ces structures. Quand on regarde les territoires qui ont un CLCC bien ancré, on voit que le lien avec les acteurs nationaux, internationaux pour favoriser l'accès des patients aux thérapies innovantes est facilité. Alors je pense qu'il nous faut nous inscrire vraiment dans cette innovation. Je regrette que Mme Armenteras ne soit plus aux affaires au niveau gouvernemental parce qu'on aura besoin d'avoir une écoute et qu'on nous laisse faire, qu'on nous écoute et qu'on nous laisse faire. Je pense qu'il nous faut vraiment, par exemple, on pourrait imaginer,
je me tourne vers le président d'Unicancer, je ne pense pas que ça existe, mais avoir un CLCC qui soit multisite, avoir un CLCC anti-Guyane, avoir un CLCC dans l'océan Indien pour la Réunion et Mayotte. Et je pense que ça, si je prends la situation de la Réunion, je pense que ça fait vraiment sens. Et pourquoi pas, toujours quand je regarde à la Réunion, la prise en charge du cancer est très partagée entre le public et le privé. Que ce soit sur la chirurgie du cancer, l'oncologie médicale ou la radiothérapie, c'est pratiquement à égalité entre public et privé. Pourquoi pas un CLCC qui associe le public et le privé? Donc voilà. Je pense que la réponse à votre question, Mohamed, c'est pour moi, en tout cas, DG d'ARS, je vois ça de ma fenêtre, la solution pour moi passe par ça. Sinon, on sera toujours dans des difficultés pour faire admettre le patient dans les essais thérapeutiques et bénéficier des thérapies innovantes. Très bien, merci pour cette réponse. Je m'adresse à monsieur le député, même thématique. On sait que un des facteurs des inégalités d'accès ou de la mise en place des essais thérapeutiques sur place, entre autres, l'autre difficulté, c'est d'envoyer un patient en métropole, le déraciner pour un essai thérapeutique. Parfois, on reste 6 mois, 1 an, voire plus, si ça marche. Et c'est le paradoxe, ça marche mieux et on est mal parce qu'on est loin de sa terre natale. Et aussi, le facteur important, c'est le surcoût d'Omien qui parfois atteint 40%, qui finalement nous pénalise pour avoir des essais sur place. Quelles pourraient être les possibilités pour faciliter la mise en place des essais thérapeutiques sur place et accompagner sur le plan législatif, financier, ces essais thérapeutiques sur place? En tout cas, vous avez raison. On doit prendre en compte, en effet, le surcoût dû, donc, ce qu'on appelle le coefficient géographique. Il y avait d'ailleurs eu une étude confiée à l'adresse, je crois, mais qui n'avait pas été satisfaisante. Et je crois que le ministère, le gouvernement a relancé donc une étude pour pouvoir prendre en compte, selon les territoires, qui ne sont pas tous les mêmes, ce n'est pas homogène, ce coefficient géographique pour pouvoir en tenir compte. Ensuite, donc on parle en effet de compétences, de financement. Alors tout d'abord, je voudrais insister, on le sent un peu, mais le numérique, c'est majeur. Le numérique sera majeur, pas seulement actuellement, mais pour l'avenir. Donc il faut vraiment se projeter là-dessus, parce que ça révolutionne la médecine du début des données jusqu'à la fin, jusqu'au recueil de vie réelle. Tout le long de cette chaîne-là, le numérique sera majeur et c'est un facteur aussi de développement, bien sûr, hors de la métropole, grâce à ce numérique qui est majeur. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est qu'il existe déjà des coopérations. Ça a été mis en place, je crois, sous l'égide de l'INCa, puisqu'il y a maintenant des essais thérapeutiques. C'est assez nouveau, mais beaucoup plus systématisé qu'avant, entre des hôpitaux qui sont promoteurs en métropole. Il y a toute une liste d'hôpitaux, j'ai pu consulter, et des hôpitaux effecteurs qui sont donc dans ces différents territoires. Du coup, évidemment, le recueil de données serait majeur pour les populations qui sont sur place, puisqu'en effet, il y a des spécificités que personne ne nie, et on voit bien que tout l'intérêt qu'il peut y avoir à faire, évidemment, donc les expérimentations sur place. Donc cette coopération me semble devoir être développée dans le futur, et en tout cas, elle est déjà mise en place, et c'est un axe qu'a voulu faire l'INCa, qui est l'opérateur majeur pour nous au niveau du cancer. Très bien, merci. Je rappelle effectivement que l'INCa accompagne les essais académiques, certains essais académiques, et elle a permis de mettre en place, en supportant le codomien pour certaines études. Je reviens, Madame Armenteras, pour le sujet on prend 2-3 exemples, pathologie numérique pour la NAPAT et l'imagerie. Sur l'organisation, on sait très bien qu'on a des difficultés d'avoir de la ressource humaine sur place, et il y a des solutions de numérique, de télépathologie et de téléradiologie. Comment l'ANA pourrait accompagner effectivement la mise en place, notamment organisationnelle, ces pratiques? Oui, ça c'est vraiment un message général que je vous passe.
c'est que la NAP est à votre disposition pour faire de l'accompagnement personnalisé, dans la suite de ce que Annie disait pour l'ANS, de l'accompagnement personnalisé de terrain. Nous sommes aujourd'hui présents dans un certain nombre de territoires ultramarins sur des sujets divers et variés. La NAP, c'est l'Agence nationale d'appui à la performance. C'est une agence du ministère de la Santé. C'est une agence qui a la particularité de s'adresser à l'ensemble des établissements publics, privés, associatifs. Et c'est une agence dont le conseil d'administration est composé par des représentants de l'ensemble du secteur. Donc Unicancer participe au conseil d'administration de la NAP. Alors, quelques exemples. En octobre 2022, donc il y a très exactement un an, nous avons sorti conjointement avec le Collège national professionnel des anatomopathologistes et cytologistes, nous avons sorti un document sur peut-on numériser l'anapath dans les établissements et pourquoi faut-il la numériser. Et donc, ce n'est pas de l'outil moderne pour de l'outil moderne, c'est vraiment parce que les progrès de la technologie permettent aujourd'hui, avec un scanner de l'âme, de numériser les images des cellules, de soit les regarder sur place sur l'écran, et progressivement avec des outils d'intelligence artificielle qui vont venir fiabiliser, rendre plus rapide, plus accessible, y compris les diagnostics complexes, soit les lire à distance. Et c'est là que la numérisation, elle est importante pour la couverture territoriale, mais également pour le deuxième avis. Il faut mettre ça dans une organisation de parcours, des professionnels dans le territoire. Ce n'est pas la peine de tout faire pour tout, mais il y a un certain nombre d'actes pour lesquels c'est important de pouvoir à distance profiter de l'expertise qui est ailleurs. Et la numérisation de l'anatomopathologie, de la cytopathologie le permettent. Donc ça a été travaillé. Ça a été travaillé jusqu'au cahier des charges avec une IHA, par exemple. Et donc aujourd'hui, il y a des solutions sécurisées, validées, évaluées. Et nous sommes à votre disposition pour, sur le terrain, accompagner, d'abord faire le choix, évaluer, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est pas nécessaire, comment est-ce qu'on peut le faire conjointement dans un territoire en collaboration. C'est pas la peine que tout le monde ait tout, on peut aussi se débrouiller dans la solidarité et puis essayer de vous accompagner. Premier sujet. Le deuxième sujet, comme vous l'avez dit, c'est l'imagerie. Là, la DGOS va sortir un rapport que nous avons fait sur les plateaux médicaux d'imagerie et nous allons sortir là un document dans le mois qui vient sur l'optimisation des plateaux d'imagerie qui est très pratico-pratique également, c'est-à-dire les besoins, les moyens qui sont en face, combien ça coûte, comment est-ce qu'on fait pour le mettre, quand on a une grosse équipe, quand on a une petite équipe, comment on peut organiser tout ça. Et ça passe, non seulement on l'écrit, mais on peut aller sur le terrain pour accompagner les équipes. Voilà, je vais plus vite. Et également, donc, bien sûr, on essaie d'intégrer en coordination et en coopération avec l'Agence du numérique en santé. Nous sommes complémentaires. Nous pouvons intervenir éventuellement soit en amont, soit en aval de l'ANS, c'est-à-dire des processus techniques, de façon à pouvoir faire le gradient complet de l'aide. Et puis, on peut venir aider également sur la pharmacie. Nous allons sortir là de nouvelles publications dans le mois qui vient sur la logistique, l'organisation, la numérisation, la robotisation, le travail de la pharmacie à distance, la télémanipulation, toute une série de sujets qui permettent d'assurer de la couverture territoriale. Et puis, on est capable de faire à la NAP, et je m'arrête là-dessus, des retours d'expérience de communautés d'intérêt, c'est-à-dire de mettre ensemble, et ça marche très bien, des professionnels issus de territoires différents, avec des expériences et des besoins différents, qui se racontent eux-mêmes et qui donc font de la paire
et dense, hein, entre professionnels sur les sujets. Et ça marche très bien. Et nous avons une bonne expérience là-dessus. Donc, je le répète, nous sommes à votre disposition. Merci pour ces précisions. Peut-être quelques minutes, une ou deux questions de la salle avant de terminer cette session. Oui, bonjour à toutes et à toutes. Alors, je suis Madame Jeanne Mirande Defoy. Je suis membre de la Ligue contre le cancer, Comité Martinique, mais je suis présidente de France Asso Santé, la voix des usagers. Donc, tout à l'heure, d'abord, je remercie cette organisation, puisqu'en fait, l'expérience montre qu'il y a eu déjà plusieurs stratégies nationales, européennes. Il y a eu le SIOM depuis des années. Il y a eu un avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui a mis l'accent sur les carences dans les Outre-mer et qui a fait 13 recommandations pour les Outre-mer. Donc, un avis qui a été publié au journal officiel en novembre 2018. Et la question se pose de savoir si finalement il ne s'agirait pas d'une grande messe comme on a déjà vu, ou alors de solutions qui sont sur le papier, mais qui ne voient pas le jour. Et ne voient pas le jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour revenir au sujet de cette table ronde, vous parlez de recherche. Donc, on pense à recherche fondamentale. Mais quid de la recherche interventionnelle? C'est-à-dire avec l'intégration des usagers. Parce que moi, je porte la voix des usagers. Merci à Madame Arnay d'avoir parlé et insisté sur le fait que les usagers sont de véritables experts. Et d'ailleurs, il serait intéressant d'intégrer les patients experts dans la recherche interventionnelle pour vérifier la pertinence des résultats de la recherche fondamentale, surtout dans nos territoires, pour tenir compte de notre pharmacopée, pour tenir compte de nos habitudes, pour tenir compte également de nos climats. Parce qu'une molécule qui va bien fonctionner dans l'Hexagone peut ne pas être aussi efficiente, une molécule, dans nos territoires. Donc, recherche fondamentale, expertise, mais intégration des usagers, de ceux qui vont bénéficier de ces résultats dans tous les processus et dans toutes les étapes du parcours et de la recherche. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci pour ce commentaire et surtout ces informations très importantes. Je rappelle aussi, vous êtes les bienvenus, qu'il y a des groupes thématiques, notamment pour la recherche. Effectivement, vous serez les bienvenus dans ces groupes pour qu'on puisse échanger et puis enrichir nos réflexions. Pour tenir les temps, j'invite Madame Sophie Beaupère pour terminer cette session avec un résumé. Okay. Voilà. Merci. Merci. Tout d'abord, un grand merci à tous les participants des tables rondes pour nous avoir réellement produit non seulement des informations, mais des perspectives très importantes sur l'ensemble des travaux qui nous restent à mener, mais où on se voit se dessiner déjà un certain nombre de parcours et d'options. Et peut-être, puisque nous allons le faire à deux voix avec Sophie, peut-être retenir que l'ensemble de ce qui a pu être discuté au cours de ces deux tables rondes peut permettre de consolider une feuille de route que nous pouvons déployer en accord avec la stratégie décennale de lutte contre le cancer. Et on voit émerger vraiment un certain nombre de lignes de force sur lesquelles il va falloir porter notre attention. Les lignes de force des parcours coordonnés qui devront être co-construits avec les acteurs locaux, avec les experts se mettant à disposition au sein du cancer, avec les patients et avec l'ensemble des collectivités. Ça sera un point très important. L'utilisation de la téléexpertise comme une manière de se structurer et d'augmenter la qualité tout en diffusant
au plus près une capacité de se réunir qui est, on le sait en cancérologie, irremplaçable, probablement d'optimiser également notre manière de faire le travail. C'est également une ligne de force très importante, je crois, et j'ai cru comprendre que notre bureau de l'UQOM commençait déjà à réfléchir à quelques stratégies pour essayer de renforcer cette, et peut-être de même de fournir un socle qui puisse être partagé. Le sujet de la formation bien entendu aux spécificités de la cancérologie dans les territoires ultramarins, mais également la formation de ces nouveaux métiers qui apparaissent, tels que les IPA, et puis probablement dans d'autres métiers également qui vont évoluer du fait de l'évolution et de l'irruption de la technologie, de l'intelligence artificielle, des outils qui vont nous permettre de faciliter notre travail au quotidien. Et c'est ici vraiment une opportunité, avec ce groupe de travail, que de pouvoir les diffuser très largement dans l'Hexagone et dans les territoires ultramarins. Et puis, avant de passer la parole à Sophie, je voudrais dire un mot sur la recherche, évidemment, riche à nos oreilles, car la recherche, et je voudrais reprendre le point qui était soulevé dans la question, bien sûr, elle doit être une recherche fondamentale, mais elle est avant toute chose une recherche clinique, et c'est la recherche clinique et une recherche appuyée sur la clinique, une recherche de transfert qui fait intervenir des patients partenaires qui sont d'ailleurs à toutes les étapes de ce que nous venons de dire, mais sur la recherche qui doit être envisagée. Il a pu être montré dans quelques exemples et évoqué que c'était possible de le faire. Je crois qu'il faut le déployer et que nous avons des moyens pour le faire qui vont nous permettre de le transformer. Sophie, je te laisse la parole. Merci Jean-Yves. C'était important que ce soit le président qui fasse la conclusion, parce qu'il a pu rester jusqu'au bout et on l'en remercie. Et je pense que les 2 tables rondes et puis l'introduction ont montré la dynamique qu'il y avait, collective, pour pouvoir soutenir la lutte contre le cancer dans les territoires d'outre-mer. Mais comme ça a été souligné, il faut effectivement concrétiser les choses. Unicancer et les centres, c'est quand même un peu leur ADN, d'arriver à avoir une feuille de route et d'arriver à concrétiser les choses à la fois sur la prise en charge, la recherche et la prévention. On sera donc à vos côtés pour pouvoir le faire, avec la déclinaison pour les territoires d'outre-mer de la stratégie décennale du cancer aux côtés de l'INCa pour pouvoir avoir des actions concrètes. Beaucoup de choses ont été évoquées. Je pense notamment à la prévention, ce qui a été évoqué dans la table ronde. Il y a des programmes, par exemple, qui sont portés par Gustave Roussy de prévention des personnes à haut risque de cancer qui peuvent tout à fait se décliner dans les différents territoires en prenant bien sûr en compte les spécificités culturelles et territoriales. Et ce qu'a évoqué bien sûr Jean-Yves sur la recherche, et notamment les patients experts. Muriel Dahan, ici présente, qui est directrice de la recherche, travaille beaucoup sur une stratégie qui va permettre d'inclure les patients pas seulement dans la lecture et la validation des protocoles de recherche, mais dans tout le processus de recherche. Donc je vous invite à discuter avec elle sur ces sujets-là. Et nous serons donc à vos côtés. Et j'avais une annonce à vous faire, Madame la ministre, Madame Firmin Lebaudot, ministre déléguée à l'organisation des territoires et aux professionnels de santé, va venir à 16h45 à notre journée. Elle nous a fait l'honneur de pouvoir se rendre disponible. Donc je compte sur vous pour lui réserver le meilleur accueil. Merci.